Envie de connaître les conteneurs et les reverse proxy, c'est aujourd'hui sur Another Homepage. Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Nils et on continue cette saga consacrée à des TP pour apprendre les bases des serveurs sous Linux. Si vous êtes débutant en administration système ou réseau, que le sujet vous intéresse, alors je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder les vidéos précédentes et à vous préparer préparer l'environnement de TP. Mais avant ça, n'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est de commenter sous ces vidéos, de liker ces vidéos bien entendu, de vous abonner et de partager ça avec vos amis et vos proches. Et on retourne dans notre TP. Alors, avant de partir tout de suite à l'aventure de Docker et des reverse proxy, je vais juste vérifier un petit instant où est passé le chat. Hop, puisque cette vidéo est donc enregistrée en direct et que je fais toujours quand même un petit peu attention. On a Adrien qui est déjà là, merci à lui. Et j'espère que les autres ne vont pas tarder à arriver. Ah bah si, voilà, merci à Haribo d'être là, comme bien souvent. Voilà. Alors, on va passer tout de suite sur celui-là comme écran. Donc, nous avons bien avancé, puisque voilà, sur la liste des TP, qui va de 0 à 15, au moins jusqu'à 15, nous avons fait la semaine dernière WordPress. Nous avons fini par WordPress la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, on va causer au moins conteneur et Docker, et je l'espère, Nginx en reverse proxy. Alors, rappelez-vous l'un des épisodes précédents, je dirais même au tout début, lorsqu'on a commencé à démarrer notre environnement de TP, j'ai parlé un peu des différences virtualisation et conteneurs. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire du conteneur. Et histoire de je l'espère, j'espère que ça ne va pas être trop complexe, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos conteneurs dans l'une des machines virtuelles qu'on a créées pour cette occasion. Il convient de rappeler que donc la partie conteneurisation, si vous vous rappelez, alors je vais essayer de retrouver la page, je crois qu'il y avait une petite page Wikipédia que je mentionnais quelque part dans le premier TP, justement sur les... Non, je l'avais pas noté. Ah, ça commence bien. Hop. Je retrouve plus mes... Bon, tant pis, c'est pas grave. Peut-être dans l'historique, tout simplement. Ou Wikipédia. Tac, tac, tac. Voilà, on avait fait ça. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que quand on va... Non, là, c'est la virtualisation.
Donc à ne pas confondre avec la conteneurisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors du coup, je vais reprendre tac, celui-ci, ah bah, non, pas l'isolateur, l'hyperviseur de type 2, ça m'a l'air plus adapté, puisque on a donc QEMU dans notre, hop, voilà, dans notre cas de figure. En fait, là où c'est intéressant, c'est que l'OS hôte contient donc le noyau. Et dans notre cas de figure, en fait, Docker, on va pas avoir d'émulateur, on va pas avoir de driver, et on va avoir essentiellement, dans le cas des conteneurs de façon générale, on va dire un bout d'OS invité et les outils en espace utilisateur. On aura toujours un logiciel de contrôle. Ce logiciel de contrôle, selon les conteneurs, les technologies de conteneurs qu'on utilise, il peut être différent. Aujourd'hui, on va voir Docker, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres logiciels qui sont arrivés pour lancer des conteneurs. Il y a notamment Podman, qui vient se placer, entre guillemets, en lieu et place de Docker, voire même jusqu'à, j'ai envie de dire, l'interface utilisateur, puisque la plupart des commandes et des options qu'on va voir aujourd'hui avec Docker sont transposables à un tel point que, au lieu d'installer Docker comme on va le faire aujourd'hui, vous installez Podman, vous faites alias Docker égale Podman, et normalement, je pense que vu que mon TP est quand même axé sur les commandes de base, ça fonctionnera. Globalement, ça va fonctionner. Vous aurez normalement pas de, euh, pas de différence. Je suis même tenté de vouloir tenter l'expérience avec l'un ou l'une de mes étudiants lors du cours sur Docker et de dire tiens, j'en prends un à part et je dis tiens, toi, au lieu d'installer Docker, tu installes Podman et normalement, on verra pas la différence. Il existe néanmoins d'autres d'autres outils qui permettent de lancer les conteneurs, notamment LXC, qui permet d'utiliser des conteneurs plus à un usage qui ressemble plus à des machines virtuelles. Je vais un peu parler de ces usages-là aussi. Quand je dis usage machine virtuelle, ça ne veut pas dire qu'il rajoute un émulateur, des drivers et un OS invité, mais en fait, pour la faire simple, on va plus utiliser des conteneurs Docker ou Podman comme des mouchoirs jetables, alors que des conteneurs LXC vont être utilisés de façon plus pérenne, c'est-à-dire aussi pérenne que des machines virtuelles en temps normal. Maintenant, il a existé d'autres technologies, soit de virtualisation allégée ou de choses qui se rapprochaient de la conteneurisation dans d'autres mondes, notamment dans le monde BSD, notamment sous FreeBSD, on a un truc qui se rapproche fortement des conteneurs qui s'appelle les jails, où on est sur le même principe, c'est-à-dire qu'on garde un même noyau, que ce soit pour l'OS de base et pour les jails, qui donc entre guillemets le synonyme de conteneur. Et je crois qu'on a aussi les zones Solaris qui sont dans un système similaire, si je dis pas de bêtises. J'ose espérer que le chat comment dire, me corrigera si c'est le cas, parce que pour le coup, j'ai pas fait de Solaris depuis très 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 longtemps. Donc, si l'on revient sur notre cours, alors hop, bien entendu, si vous voulez l'adresse des énoncés de TP, c'est très simple, c'est dans la description de la vidéo. Alors, ah bah, voilà, je le cherche, mais effectivement, l'isolateur, il est là. Hop, c'est bien celui-ci. Donc, vous voyez, on a l'OS hôte et on a juste un isolateur avec le logiciel de contrôle. À noter que on va juste voir comment gérer de base des conteneurs sur une machine avec Docker. Après, il y a des choses beaucoup plus complexes. On peut faire de l'orchestration de conteneurs. C'est sur plusieurs machines au sein d'un cluster. Et là, c'est des choses comme Docker Swarm, Rancher et Kubernetes. On n'ira pas à ce niveau-là, je vous rassure. Je vous rassure. Donc, alors, avant même cette étape 0,
Si comme moi, vous ne faites pas le TP, vous ne faites pas tous les TP les uns à la suite des autres, vous devriez avoir allumé votre machine pour l'occasion et vous allez vous retrouver à nouveau sur votre système Ubuntu sur lequel vous aurez pensé à passer les mises à jour par précaution et vous avez dans votre Virtual Machine Manager vos 3 VM qui sont coupés. Donc on va faire comme d'habitude, hein, on va retourner dans notre terminal et puis on va aller dans notre répertoire de TP. On n'oublie pas d'aller dans le CSL libvirt AMD64. Et à ce moment-là, on a la commande make et on va pouvoir faire un make up. Moi, je vais le faire en séquentiel. Hop, histoire de ne pas prendre de risques. Et pendant ce temps, j'en profite pour saluer Eprom Solaire qui nous a rejoint. Merci à toi. Donc, normalement, ça prend un petit peu de temps. Les machines sont dans le même état dans lesquels on les a laissées, enfin, dans le même état, hormis qu'elles étaient éteintes. Donc pareil, à la fin du TP. Alors, globalement, si vous éteignez votre ordinateur Ubuntu sans penser à éteindre les machines virtuelles, normalement, l'extinction se fait proprement. Mais vous pouvez aussi faire un make alt dans le terminal avant de les éteindre, si jamais vous passez à autre chose avec votre machine et que vous ne l'éteignez pas. Voilà, donc là on a nos 3 machines virtuelles qui ont démarré. On est en train d'attendre la fin du démarrage de la 3e, et c'est justement sur celle-ci qu'on va travailler en fait aujourd'hui. Donc, sinon j'aurais pu d'ailleurs me limiter à la première, mais on fera jouer avec les 2 autres après, un peu plus tard. Alors, juste par précaution, make status. Voilà, donc les 3 sont running, et comme je disais, on peut faire un make alt à la fin. Hop. Mais pour le moment, on est comme ça. Alors, Vagrant SSH serveur 13. On va faire le petit truc, un petit sudo apt update. Non, pas updater, update. Tac. On doit avoir quelques mises à jour. Et ensuite, on passera la mise à jour, on redémarre la machine virtuelle et on sera prêt à installer Docker. Alors, d'ailleurs, en parlant de cette installation de Docker, on remarquera qu'on a juste à installer un paquet qui s'appelle docker.io. On va donc utiliser la version de Docker qui est fournie avec Debian, qui pour notre usage sera amplement suffisante. Il est possible de se rendre sur le site de Docker et de récupérer l'adresse du dépôt Debian de Docker qui contiendra une version beaucoup plus à jour. Normalement, ça n'est pas nécessaire pour notre usage, donc on ne va pas le faire, mais pour information, si vous souhaitez utiliser une version beaucoup plus récente parce que vous vous mettez à utiliser des options avancées ou que certains correctifs ou certaines fonctionnalités ne sont pas dans la version proposée par Debian, c'est possible. Attention cependant, le nom du paquet change. Je crois qu'ils se mettent à l'appeler Docker CE sur le dépôt de chez Docker. Bon voilà, qu'est-ce qu'on a comme package à upgrader? On n'a peut-être même pas besoin de redémarrer. Ah si, il y a un Linux image, quand même. apt -y, on va faire dist upgrade, tac. Ah, c'est vrai que j'avais même pas installé le kernel cloud sur celle-ci. Donc on va redémarrer suite à la mise à jour noyau. Et ensuite on va installer Docker. Hop, on peut jeter un œil vite fait via le Virtual Machine Manager du redémarrage de notre petite VM serveur 13 qui a l'air de démarrer tranquillement. Voilà. Tac. Et c'est prêt. Hop. On se reconnecte. Et maintenant, sudo apt. Alors je vais refaire un -y pour pas avoir la confirmation. Installe docker.io.
comme on peut le voir, on a donc docker.io qui est installé avec quelques dépendances. Tiens, c'est assez amusant, on a Docker, on a Git qui vient en dépendance. Je trouve ça assez amusant. Docker buildx qui permet de construire des images, mais normalement on ne le fera pas. Et donc Docker CLI. Hop. Alors, maintenant que ça c'est fait, il y a encore un petit truc à faire, c'est d'ajouter notre utilisateur qui s'appelle Vagrant au groupe Docker. Alors pourquoi Pourquoi Parce que en fait, comment dire, le groupe Docker en fait dispose de certaines permissions. Sinon, on est obligé d'utiliser sudo. Mais avant ça, on va quand même vérifier que le service Docker est bien lancé et activé par défaut, tout simplement avec un petit sudo systemctl status Docker. Et là, on voit bien que dézoomer légèrement quand même. Voilà. On voit bien qu'on est en active running et on remarquera que le service est bien activé avec son paramètre par défaut. Et bienvenue à toi, Audwinor. En fait, je suis en train de réaliser un enregistrement de cours pour les bases de Docker et ensuite on fera les bases de Reverse Proxy. Donc, bienvenue à toi. Et Git, dans le chat, on me dit que c'est peut-être pour aller chercher des choses sur GitHub, je pense. C'est probable. C'est probable. Donc, maintenant, on va faire un petit sudo user mode. On était là, voilà. Non, bah non, forcément. User mode -a -g docker sur l'utilisateur Vagrant. Tac. Si je refais un ID Vagrant, maintenant, on est membre du groupe Docker. Alors, il y a une commande pour faire en sorte que comment dire, la prise en compte des groupes soit rechargée. Je veux être complètement transparent avec vous. Je l'oublie tout le temps parce que je le fais quasiment jamais. Donc, le plus simple encore, ça reste de déconnecter sa session et de se reconnecter. En fait. Voilà. Et maintenant, je peux faire un Docker -help. Bon, de toute façon, il n'y aurait pas eu de souci. Mais on peut essayer une première commande avec Docker PS. Si jamais vous ne faites pas partie du groupe Docker, si l'ajout du groupe n'est pas effectif, normalement cette commande va vous dire qu'il vous manque des choses. Donc, maintenant qu'on a installé Docker, ça va, ça a été rapide, on va démarrer un premier conteneur et on va d'abord récupérer une image. Puisque contrairement à des machines virtuelles qu'on installerait de façon pleine et entière, les conteneurs tels qu'ils sont utilisés par Docker et aussi Podman et d'autres, généralement sont fournis sous forme d'images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer une image basique de conteneur Debian avec une petite commande sympathique qui est Docker Pool. J'en profite pour remarquer une petite erreur, là il est écrit toujours en tant que root. Non, ça c'est en tant que Vagrant. Hein. Je corrigerai ça d'ailleurs un peu après la vidéo, pour que si jamais vous regardez cette vidéo un peu plus tard, normalement sur le TP que vous pouvez récupérer sur GitHub, vous n'aurez pas cette erreur là. Donc on revient ici et puis on fait un Docker Pool Debian. Si je me rappelle bien. Voilà. Et là, vous remarquerez qu'il utilise un tag latest. C'est probablement à cause du système de tag d'ailleurs que Docker doit sous-traiter des choses à Git. Et donc, vous remarquerez même qu'on a une empreinte, une somme de contrôle de l'image. Ce qui fait qu'il est probable que si vous faites ce TP en regardant ma vidéo plusieurs semaines après que je l'ai mise en ligne, vous n'allez probablement pas avoir la même somme de contrôle. Puisqu'entre-temps, le projet Debian aura mis à jour l'image. Donc, maintenant, on va pouvoir lancer un premier conteneur de type Hello World. En fait, on va juste... non, hop, pas comme ça. On va faire un petit Docker Run. Juste lancer notre truc. Et normalement, ça va nous faire un Hello World. Voilà. Alors là, vous allez me dire, ok, Nils,
Tu as juste utilisé, comment dire, un truc assez complexe juste pour faire un Hello World. T'aurais pu faire juste un Hello World. Mais ce qu'on remarque, c'est que bah, ça nous a rendu la main et qu'en fait le conteneur s'est arrêté. Et on peut vérifier, toujours avec notre petit Docker PS de tout à l'heure, que eh ben, on n'a pas de conteneur qui tourne. Donc en fait, notre conteneur, il a exécuté son action et après il s'est arrêté. Contrairement à une machine virtuelle qu'on démarre et on fait des actions et ensuite on peut laisser la machine virtuelle tourner. Là, dans ce cas de figure-là, on a le conteneur qui s'est arrêté après avoir effectué son action. Parce qu'il n'y avait pas un service de type serveur, genre c'était pas un Nginx derrière ou un MariaDB comme on a pu voir. À noter qu'on est aussi capable de faire ça avec des machines virtuelles, ce qu'on appelle généralement des micro-VM, qu'on démarre juste pour avoir certains programmes et qui ensuite s'éteignent tout seuls. Mais ça sort un peu du cadre de cette vidéo. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer une autre commande. Ça va être docker ps-a. Et là, on va voir que effectivement, on a un conteneur avec un ID, avec l'image, avec la commande qui a été lancée, quand est-ce qu'il a été créé et quand est-ce qu'il s'est terminé, le statut. Donc si jamais notre conteneur fonctionnait encore, d'ailleurs, on le verrait toujours en train de tourner. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il a un nom aussi, et que le nom, par défaut, est généré comme ça de façon aléatoire, avec des noms et des adjectifs. On verra un peu plus tard dans le TP comment mettre nos propres noms. Maintenant, si jamais je fais un docker run, cette fois-ci moins IT, donc on est à peu de choses près, je dirais, c'est pas tout à fait la même commande, mais en fait, on va toujours lancer un conteneur Debian, comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de lancer binecho hello world, on va lancer binbash. Et là, roulement de tambour, le prompt a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, là, maintenant, on est dans le conteneur. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, je peux aller, hop, me rouvrir un autre terminal. Je vais faire un vagrant SSH server 13. Tac. Et si jamais je fais, par exemple, un dpkg-list docker.io, on voit que j'ai un package docker.io. Et si ici, je viens ici, que je fais un dpkg-list docker.io, vous voyez qu'on ne l'a pas. Et donc, si je fais un petit uname-a, par contre, vous remarquerez que, alors, donc on a le nom de notre conteneur, on a la version du noyau, le truc qu'on a mis à jour il y a 5 minutes, et que si je reviens ici, que je fais à nouveau un uname-a, bah, vous remarquerez qu'on a littéralement la même chose. Et ce qui peut être amusant, c'est d'aller chercher, par exemple, un conteneur, je sais pas moi, Fedora, Alpine Linux. Si jamais c'est le cas, et ben, on va se retrouver en fait avec le même noyau que notre hôte. Tiens, juste pour la blague, on va le faire, on va prendre le temps de le faire. Je vais lancer un conteneur Alpine. Donc on va mettre Alpine. Ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, on a fait un Docker image pool. Là, on va pas le faire. Et donc, il va aller chercher l'image et après, il va lancer le Docker. Par contre, on va faire un bin ASH, parce que je crois pas qu'il y ait bash par défaut dans les conteneurs Alpine. Alors, forcément, ça va assez vite. Vous remarquerez que le prompt est encore différent et que si cette fois-ci, je fais un uname-a, eh ben, on a exactement la même chose, alors que pourtant, les noyaux Linux chez Alpine ne sont pas nommés de la même manière. Donc, on va revenir sur notre conteneur Debian. Et si on suit, voilà, le prompt a changé. Et parce que le -it, en fait, ça permet de passer en mode interactif. Alors, maintenant, le nom d'hôte. Bah, on a vu que, d'ailleurs, il a changé. Vous voyez, là, on avait un nom bizarre. Alors, on ne l'a pas eu sur... Enfin, si on l'a vu dans le uname pour le conteneur Alpine. Et là, par contre, on a à nouveau un autre nom. Donc, on a un nom qui est auto-généré, un nom d'hôte, en tout cas, au niveau du conteneur qui est auto-généré.
Donc, est-ce que Nginx est installé? C'est vrai que on avait... j'aurais peut-être dû regarder, j'aurais peut-être dû changer d'ailleurs la question et dire est-ce que Docker est installé? Parce que, en vrai, si je fais un dpkg, dpkg moins liste, et que je dis Nginx, forcément, on n'a pas de Nginx. Et quelle place reste-t-il sur le disque dur? Alors ça, c'est amusant, parce que si je reviens sur mon serveur 13 là, si je fais un df-h, vous remarquerez qu'on a plein de file system, alors des file system spéciaux, mais on a quand même un file system slash qui fait 10 gigas, à peu près, et que là, si je fais, alors, je fais un petit clear, hop, et je fais un df-h, et là, vous remarquerez qu'on a un truc qui s'appelle overlay, qui fait d'ailleurs aussi 10 gigas. Mais vous remarquerez qu'on a beaucoup moins de points de montage. On a des trucs un peu particuliers, comme par exemple le TC-Host. Mais là, globalement, enfin voilà, c'est deux choses différentes. Donc on a bien une entité différente qui est le conteneur. Là, on est bien dans le conteneur. Audwinor, pour répondre à ta question, la différence principale, la clé, ça va être qu'un conteneur est exécuté sur le même noyau que son hôte. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai annoncé, parce qu'en fait, j'ai répondu à ta question en début de vidéo. Je t'inviterai dans ce cas-là à voir le replay sur ma chaîne YouTube, à laquelle je t'invite à t'abonner, forcément, je saisis l'occasion. Donc, on a pu, d'ailleurs, on va faire un Docker PS depuis notre deuxième terminal. Et là, vous voyez que notre conteneur, il est toujours en fonctionnement. Et si je refais même un Docker PS-A, ben vous remarquerez que, voilà, image, Debian, 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 Alpine, et vous remarquerez que les noms associés au conteneur changent. On a toujours des trucs un petit peu bizarres, mais on a toujours notre premier conteneur de tout à l'heure, le Hello World, qui est toujours dans la liste. Donc, on a relancé notre conteneur en mode interactif. On a vu que celui-ci est en cours d'exécution. On va retourner dans notre conteneur et on va utiliser des raccourcis clavier CTRL-P et CTRL-Q qui sont assez sympas, vous allez voir. Donc on revient ici. Je fais CTRL-P. Non, j'ai dit CTRL-P. Ah, flûte, ça marche plus. C'est le CTRL-Q qui... Voilà, le CTRL-Q, pardon. Il va falloir que je corrige quelques trucs. Le CTRL-Q, vous remarquerez que là, on se dit, mince, on a quitté le conteneur. Sauf que si je refais un Docker PS, bah mon conteneur, il tourne toujours. Il tourne toujours. Et donc, pour réattacher... Ah oui, c'est vrai que c'est CTRL-P puis CTRL-Q. Autant pour moi. Je vais le refaire pour le principe. Mais avant, on va faire le Docker attache, justement pour aller récupérer notre... Si je relance ça, en fait, je vais lancer un deuxième conteneur. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est revenir dans notre conteneur existant. Donc, Docker attache. Et donc, on va aller récupérer l'ID de notre conteneur, qui est donc le premier champ. Hop, copier. Hop, CTRL-SHIFT-V pour coller. Et hop, on est revenu. Et donc, si je fais juste CTRL-Q, bah, il n'y a rien. Si je fais juste CTRL-P, il n'y a rien. Parce que CTRL-P, en fait, vu qu'on est dans Bash, ça revient sur l'ancienne commande. Si je fais CTRL-P, CTRL-Q, voilà, là, on est bon. Hop, et je réattache. Donc, maintenant, on va éteindre notre conteneur via le Docker kill. Et pour faire la chose marrante, on va faire un petit top ici. Ah, il n'y a pas de top. Qu'est-ce que je peux faire qui tournerait de façon... je sais pas moi. Alors, je peux pas avoir la commande watch. J'ai un wait. Sleep. Ah, si je fais un sleep, on va dire 120. Tiens, 2 minutes, ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc là, il est en train de faire son sleep, il tourne. Et maintenant, je fais un Docker kill avec l'ID. Paf. Et vous voyez que bah, il ne s'est pas passé 2 minutes. De toute façon, s'il y avait eu la fin du sleep, on aurait toujours notre route à l'ID de notre conteneur. Là, je suis bien revenu dans Vagrant at Server 13. Et si je reviens d'ailleurs sur mon autre terminal, que je refais un Docker PS, bah, cette fois-ci, on n'a plus rien. Et si je fais un Docker PS-A, bah, vous voyez que notre dernier conteneur Debian, dont l'ID correspond bien, et ben, exited il y a plus de 20 secondes. Je profite qu'on vient de passer cette étape pour remercier Chaos Farbotti et tous ses amis.
C'est 28 camarades qui sont venus raider le live. Merci à vous, ça fait très plaisir. Pour celles et ceux qui nous avaient déjà raidé Ah bah non, la semaine dernière, on avait fait ça un lundi, donc il y a 2 semaines. On est toujours justement dans notre suite de TP serveur Linux destinée aux débutants. Et pour celles et ceux qui étaient déjà là, bah, je vous invite à aller suivre l'ami Chaos Farboti qui fait généralement de la cybersécurité quand c'est pas, un jeu. Alors, pour celles et ceux qui donc, du coup arrivent avec le raid de Chaos, aujourd'hui on fait du Docker et si on a le temps après on fera un peu de reverse proxy avec Nginx. Maintenant, on va lancer une autre commande, mais on va d'abord faire un petit docker ps-a. Donc on a donc nos 3 Debian et notre Alpine qui avaient été exécutés. Et si maintenant je fais un autre truc, c'est que je lance une autre commande. On va revenir ici parce qu'on a toutes nos commandes. Et cette fois-ci, la différence avec notre commande précédente, c'est le --rm. Donc là, je peux lancer les 3 commandes. Donc, ps commande NetFarm, on a fait un ls, on peut faire un c dans, je sais pas, /nmt par exemple, et puis revenir. Et puis faire un écho coucou. Tac, on peut même faire un écho coucou Nidouille. Petit coucou à Nidouille qui vient d'arriver dans le chat. Et donc, voilà, on a lancé nos commandes. Et si je vous refais un petit docker ps, donc on a notre conteneur en cours. Docker ps-a, donc on a toujours notre conteneur en cours. Puis maintenant, on va quitter notre conteneur. Tac. Et si maintenant je fais un petit docker ps-a, hop, vous remarquerez que notre heuristique Knut là en 0fd4, et ben en fait c'est comme s'il n'avait jamais existé. Voilà. Donc c'est assez intéressant à voir puisque ça permet vraiment, l'option --rm, c'est vraiment ce qui apporte quelque chose d'intéressant à Docker, c'est qu'on a vraiment cet aspect vraiment mouchoir jetable à usage unique. C'est d'autant plus intéressant que on va pouvoir avoir un file system de bac à sable dans lequel on va pouvoir faire des bêtises via Docker run --rm. Et une fois qu'on a fini, et ben, le truc est effacé. On a en fait une sorte de volume de stockage qu'on appelle un volume anonyme en langage Docker, qui avec le --rm en fait, est automatiquement purgé à la fin de vie du conteneur. Et c'est globalement comme ça d'ailleurs que c'est le plus pratique de lancer ces conteneurs Docker. Une dernière option de base assez pratique, c'est d'utiliser l'option --name avec un nom. Donc, si je reprends par exemple je peux en mettre ici. Si je reprends mon Docker et puis que je fais un petit alors, je sais plus si je peux le mettre à la fin. --name. Je crois pas. Je crois qu'il faut que je le mette ailleurs. Tac. Je vais le mettre ici. Et que on va dire, on appelle donc Debian Bash. Hop. Voilà. Et que cette fois-ci, je reviens ici et je refais mon petit Docker PS. Et bien là, vous remarquerez que le nom, c'est plus un nom bizarre auto-généré. On a bien le nom de notre conteneur qui est Debian Bash. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Si jamais vous utilisez des conteneurs que vous allez démarrer régulièrement, ça peut être pratique. Puisqu'à ce moment-là, je crois que si je refais un kill, je crois que je peux faire un kill du Debian Bash. Je sais plus. Tac, ouais, effectivement, voilà. Au lieu d'avoir un ID de conteneur qui est imprévisible, bah, vous pouvez utiliser un nom qui, lui, que vous setez et qui est plus facile pour faire certaines opérations de start, de stop, de restart, ce genre de choses-là. Et merci au passage à Tu veux voir mon geek qui nous rejoint
et qui se sub à nouveau. Merci à toi, ça fait très plaisir. Je vais en profiter, normalement, il a dû se passer assez de temps pour pouvoir vous encourager à vous abonner et à suivre Nidouille, qui a aussi fait des trucs sympas sur Twitch. Alors, jusqu'à maintenant, on a utilisé notre conteneur juste pour lancer un autre interpréteur de commande, un autre shell. Ça va bien 5 minutes, on peut faire un petit dpkg, on peut faire un petit apt install si on veut, pour essayer 2-3 bricoles. On a vu qu'on pouvait avoir un bac à sable niveau stockage, ok. Mais c'est pas tout. On peut aussi démarrer un serveur si on veut dedans. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser l'image officielle Nginx. Puisqu'il y a une image officielle. Alors toujours pareil, hein, j'ai pas pensé à virer ça de mon TP. On peut continuer à faire Docker en tant qu'utilisateur classique. Donc Docker pool, c'est image pool, pardon. Hop, image pool Nginx. Alors pareil, hein, vous remarquerez que je mets juste le nom de l'image, je mets pas sa version. Et donc à chaque fois il va utiliser le tag latest. Donc en fait j'aurais pu faire nginx 2.latest. Il existe bien entendu un moyen d'avoir, enfin en fait au lieu de faire nginx 2.latest, vous pouvez faire nginx 2. La version du conteneur qui est disponible, si jamais vous voulez toujours garder la même et que vous voulez pas mettre à jour. Donc maintenant on va lancer notre petit, tiens on va faire un docker image ls effectivement. Et là vous allez voir que nos images, elles ont été conservées. Hein. On a bien, vous remarquerez d'ailleurs, notre image Debian par défaut fait 120 mégas. Notre image Alpine, elle fait 8 mégas seulement. Et la Nginx, elle en fait 161. Pour l'anecdote, il existe plusieurs variantes officielles de l'image Nginx. Je crois que celle par défaut est basée sur Debian, mais il y en a qui sont basées sur Alpine. Et il y a certaines qui sont faites pour être justement des versions de Nginx très allégées. Donc là, on a une image de base avec on va dire un lot de fonctionnalités assez étendu. Donc maintenant, on va pouvoir faire un petit Docker run, mais un petit Docker run un peu particulier, parce que on va spécifier cette option-là, et on va faire joujou. Vous remarquerez que pour l'instant, là, j'ai juste des choses qui apparaissent, mais qu'on ne me rend pas la main. Il n'y a pas de shell. Il nous gueule des choses sur un entry point, on va en parler. Et si jamais maintenant je prends mon navigateur, est-ce que je peux prendre le navigateur? Ouais, c'est ça. Tac. Et là, vous voyez, j'ai un Welcome to Nginx. Et donc, c'est assez amusant parce que si maintenant je reviens dans mon terminal, que je reprends mon vagrant, dpkg -list Nginx, je n'ai pas de package Nginx sur mon serveur 13. En fait, le Nginx, il est bien lancé par le conteneur. Mais là où c'est encore amusant, c'est que vous remarquerez qu'on avait fait -p 8080 et 2.80. Et que si je reviens dans mon navigateur, j'ai bien les 8080 dans l'URL. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a exporté le port 80 du conteneur sur le port 8080 de notre machine virtuelle. Et comme en plus on l'a fait de façon globale, et ben même avec mon hôte, je peux accéder à ce port. Et bien entendu, étant donné que les deux machines sont sur le même réseau, mais pas dans... donc on peut si jamais c'était une machine virtuelle qui était sur un hyperviseur, qui était accessible sur le réseau à tout le monde, et pas en réseau privé comme c'est le cas ici, eh ben, on pourrait accéder au conteneur. Et d'ailleurs, remarquez, c'est amusant, hein, j'ai le log d'accès. En fait, notre conteneur Nginx balance l'access log qu'on a vu dans les TP précédents directement sur la sortie standard. C'est le paramétrage en tout cas du conteneur. Et au passage, effectivement, le petit lien proposé par Nidouille, où on a effectivement hub.docker.com qui est une interface web, donc au Docker Hub, pour pouvoir justement voir les différentes version d'un conteneur. Et là, vous remarquerez qu'il y a pas mal de choses. Et quand on fait le tag latest, on peut comparer en fait avec les sommes de contrôle.
Et tac, 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 il est où le latest? Ils le mettent ou pas? Non, ils le mettent pas forcément, je crois. Non, ils le mettent pas. Ils le mettent pas. Mais voilà, on peut avoir des Trixie Pearl, stable Trixie Pearl, ce genre de choses-là. Donc c'est toujours bon à aller vérifier si vous avez des besoins particuliers. Et donc a priori, la dernière version du conteneur Nginx est basée elle aussi sur Debian 13. Donc maintenant on va quitter notre conteneur. À ce niveau-là, on peut faire CTRL-C. Et vous voyez, il fait exit. Et si je reviens sur un Docker PS, vous voyez que là, j'ai pas de conteneur qui tourne. Alors que si je relance d'ailleurs mon truc, tac, j'ai à nouveau mon Nginx. On a même la version d'ailleurs, 1.29.5, donc on est sur un Nginx mainline. Hein. Hop, et si je refais un Docker PS, vous voyez, on a... et vous voyez même d'ailleurs les ports. On a un nouveau champ dans notre Docker PS qui dit... et donc ensuite, bah, je peux faire un Docker kill de ça. Tac. Voilà. Donc maintenant, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment aller accéder à notre conteneur alors qu'il est en exécution détachée. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le relancer de façon, on va dire, démonisée. C'est-à-dire que on va rajouter un petit "-d" en lieu et place du "-it". Et là, hop, ça m'a rendu la main. Mais si je fais un Docker PS, le conteneur fonctionne. Je peux faire un Docker kill. Tac. Je refais un Docker PS, il n'y a plus rien. Je refais mon Docker run. D'ailleurs, je vais même, hop, pour l'exemple, je vais revenir sur ici. Tac. Et là, vous remarquez, il ne se passe rien. Hein, on ne m'affiche pas les logs dans la sortie standard. Par contre, si je refais un Docker kill, d'accord, d'abord que je fasse un Docker PS et ensuite un Docker kill, tac, avec le nom ou l'ID. Et là, si je reviens ici, je rafraîchis, hop, on ne peut pas s'y connecter. Donc, on relance le conteneur et on refait un petit Docker PS. On a notre ID de conteneur. Donc là, on a notre conteneur qui est démarré. On n'a pas la console locale de notre conteneur, mais justement, on peut y accéder, même s'il est déjà démarré en mode démon, en faisant un docker exec-it avec l'ID. Et si je dis pas de bêtises, on a une option encore qui est tout simplement bin bash. Tac. Parce que, en tout cas, on sait que ce conteneur-là, il y a un shell bash dedans. Après, des conteneurs comme Alpine Linux ou d'autres, des fois, c'est pas un bash qu'on a. Donc, il faut faire attention des fois. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est noter que si je fais un ps alix 3w... Ah non, on n'a pas ps. Zut. On n'a pas pgrep non plus. Non plus. Par contre, on fait un dpkg -list, je crois. Voilà. Et on peut faire un dpkg -list nginx. Et là, on voit que nginx est installé en version 1.29.5. Tac. Et on peut vérifier d'ailleurs sur quel port écoute nginx. On va aller dans etc nginx. On voit qu'on a un nginx.conf. Alors, je crois pas que let soit... Voilà, let, c'est pas dispo. C'est là où on se rend compte, en fait, quand on est dans un conteneur, on a vraiment le strict nécessaire pour exécuter notre application. Hein. Et il vaut mieux que ce soit comme ça, d'ailleurs. Donc, on va faire more. Je crois que more est dispo. Tac, voilà. On voit qu'on a notre user nginx, nanana, notre HTTP, notre log format, pas grand chose. Et si je vais dans conf.d, on a un default.conf. Conf.d, default.conf, et là on a bien un listen 80. Donc on a bien le port 80 de notre conteneur qui est entre guillemets porté sur le port 8080 de notre VM. Qui est exporté, pardon. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant couper notre conteneur. Donc là maintenant si je quitte cette session là, je n'ai pas quitté je n'ai pas terminé le conteneur, hein, je peux refaire un docker ps et là on voit que il tourne toujours. Il tourne toujours. Donc là on va faire un kill, hein. Tac.
Voilà. Et là maintenant, mon Docker PS me dit qu'il n'y a plus rien. Mais si je refais un PS-A, on peut voir qu'on a eu pas mal de choses pendant ce temps. Et merci pour le follow Meganageur, c'est très gentil à toi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu customiser nos conteneurs. On va relancer un conteneur Debian, mais cette fois-ci, on va installer nous-mêmes Nginx dedans. Ok? Allez, on prend la commande, on copie-colle, hein, c'est relativement facile. Et vous remarquerez que là, directement, je lui balance plusieurs commandes, un apt-get update et un apt-get install Nginx depuis le dépôt Debian officiel. Et là, on a toute l'exécution de l'installation. Donc on va même pouvoir voir que si je remonte, pif paf pouf, il va nous installer plein de choses, dont Nginx. Normalement, on a Nginx Common en plus de Nginx tout court. Tac. Et où est-ce qu'il nous indique? Voilà, 1.26.3. Nginx 1.26.3. Alors que tout à l'heure, quand on a utilisé le Docker officiel, on avait un 1.29.5. Donc là, par contre, on a pris notre conteneur, on a fait l'installation, et en fait, c'est tout ce qu'on lui a demandé de faire. On lui a demandé de faire une installation. Et c'est tout. OK? Et alors, 2 petites minutes. Oui, on a quand même le son des alertes. Ça, c'est peut-être pas normal. Je vais aller les désactiver, effectivement. Hop. Sauf que je pensais que c'était désactivé. Bon, voilà. Je coupe l'audio du bureau. Normalement, vous m'entendez toujours. Comme ça, au moins, on n'aura pas le son des notifs. Mais j'en profite quand même pour saluer. Alors, j'ai un peu du mal. Je ne sais pas comment prononcer son nom, mais bienvenue à toi. Critique peut-être? Je sais pas trop. Bon, merci à toi en tout cas pour le follow. Alors, maintenant, donc, ben, on va pouvoir faire un truc, c'est que on va retrouver son ID dans l'historique et on va créer une image personnalisée. Donc, l'ID historique, hein, c'est pareil, hein, docker ps-a. On commence à avoir l'habitude. Et alors, ça commence à faire beaucoup de choses. Et on a le tout dernier, voilà, created il y a 2 minutes. A priori, il s'appelait Intelligent Ride. Et on voit, hein, -c apt-get, il est là. Donc on a cet ID là. On le copie-colle. Enfin, on le copie surtout. Et ce qu'on va faire, c'est... Hop, pardon. Ce qu'on va faire, c'est faire un docker commit. D'ailleurs, on va ranger la commande. Hop là. Donc, docker commit l'ID. Hop. On va faire cours-linux. Si j'ai bien vu, ouais, / debian-nginx. Voilà. Et là, en fait, maintenant, si je fais un docker image ls, vous remarquerez que on a cours Linux Debian Nginx qui existe. Donc on a notre image custom, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est un poil plus légère que celle de Nginx. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre propre image. Tac. Donc on run à nouveau. Alors, je le run en interactif. Et surtout, on exporte à nouveau le port 80 sur port 8080. Et on utilise non plus l'image officielle Nginx ou l'image Debian, mais on utilise notre truc. Sauf que, bon, PS command not found. Si je retourne ici, il se passe toujours rien. Parce qu'en fait, on a lancé bash. On n'a pas lancé Nginx. Maintenant, on va lancer Nginx à la main. Hop. Non, pas binbash. Hop, Nginx. Et là, vous remarquerez que bah, ça m'a rendu la main. Et si jamais je vais ici, CTRL-SHIFT-R, effectivement, welcome to Nginx. Mais là, par contre, on n'a rien. Par contre, si je vais dans var log Nginx, tac, on peut voir dans l'access log que effectivement, je me suis rendu sur le truc.
Et si cette fois-ci je refais un dpkg -list nginx, on voit bien que c'est ma version custom, enfin ma version custom, c'est celle comment dire, de Debian. Hop. Et donc effectivement ça règle. Maintenant on va pouvoir couper notre conteneur et on va aller refaire un conteneur personnalisé, mais cette fois-ci d'une autre manière. Donc ici je quitte, j'ai plus de conteneur en cours de fonctionnement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer un fichier spécial qu'on appelle un Dockerfile. Ce Dockerfile, alors pour le récupérer, hein, on peut faire hop, raw, comme ça. Hop, on copie l'URL, on fait un petit wget de notre fichier. Et merci au passage pour le follow Marc BZH DIY. Et on va jeter un œil quand même d'ailleurs à notre conteneur qui lui par contre ne fonctionnera pas avec Nginx mais avec Apache. Et on remarquera qu'on aura une page d'index un peu particulière. Et vous remarquerez qu'en fait il y a une petite syntaxe, alors c'est juste pour vous faire découvrir, hein, on va pas aller plus loin dans le sujet, mais on peut créer voilà, nos conteneurs personnalisés avec un serveur web si on veut ou autre chose. Donc, on va donc construire notre image, parce que là, tout ce qu'on a, c'est une recette de construction, en fait. Donc, à partir de là... Ah, tiens, finalement, il y a quand même les sons. Je sais pas si vous les avez. S'il y a que moi qui les a, ça va, mais... Donc là, vous remarquerez qu'en fait, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous récupère les infos. Il est en train d'installer Apache. Et on voit on voit en plus, on a même un petit... voilà, il nous fait notre run. Voilà. Et maintenant, si je fais un docker image ls, on remarquera qu'on a cours Linux Debian-Apache 2, qui a été créé il y a 6 secondes. À partir de là, on va pouvoir lancer notre conteneur nouvellement créé, avec la petite commande qui va bien. Voilà. Donc là, normalement, il me rend la main, puisqu'il est en mode détaché. On revient ici. Alors là, on avait un Welcome to Nginx. Et si je rafraîchis la page, on a un petit coucou. Voilà. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de laisser coucou. Hein, vous pouvez mettre autre chose si vous le voulez. Et avec une commande docker build, vous pouvez alors faire votre propre conteneur. Alors, ça peut être très pratique d'avoir ça si jamais vous avez besoin d'empacter, par exemple, une application que vous créez vous-même. Et ensuite, on se retrouve à pouvoir créer votre conteneur personnalisé. Alors attention, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, vu que l'idée c'est juste de voir les bases. Mais dans notre cas de figure, c'est presque propre. Idéalement, par exemple, j'aurais dû mettre ces 3 commandes avec des points-virgules sur une seule ligne. J'aurais dû faire un run apt update, point virgule, apt-y install tzdata apache 2. Pour des raisons de lisibilité, j'ai laissé comme ça, mais en fait, c'est d'un point de vue construction, c'est plus efficace de faire un seul run. Et ensuite, on a un truc qui est commande, c'est ce qu'on appelle l'entry point en langage Docker, ou dans ce cas de figure d'ailleurs, si jamais je relançais mon conteneur en mode interactif, en fait, vu qu'il passe en foreground, je verrais des choses en fait, au fur et à mesure que j'ai des requêtes. Alors, on me pose la question de pourquoi point virgule et pas le e-commercial. Effectivement, un e-commercial serait sans doute d'ailleurs mieux, puisque ça échouerait si jamais ça échoue. Je pense que ça ferait planter du coup la construction du Dockerfile, ce qui est quand même plus propre. C'est une sale habitude que j'ai du point virgule. Donc là, on a quand même réussi pas mal de choses. On pourrait même effectivement, comme je disais, pour aller plus loin, à partir du Dockerfile fourni, faire une copie
de mon dépôt qui contient ma page perso. Et à ce moment-là, on peut vraiment avoir le contenu dedans. Et oui, effectivement, comme le dit Haribo en réponse à Alain B, c'est effectivement deux et commerciaux qu'il faut mettre. Effectivement, bien vu. Bien vu. Alors, on va maintenant passer à des étapes concernant le stockage. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on s'en est pas trop occupé. Le truc, c'est que ce que je vous dis, c'est que globalement, c'est un mouchoir jetable, un conteneur. Donc on peut mettre des choses dedans, mais une fois qu'on le supprime, ben le contenu il disparaît. C'est fini, il n'y a plus rien. Surtout avec un moment RM, là c'est vraiment fini. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on décide de mettre à jour la configuration? Si jamais on a un contenu applicatif qu'on veut récupérer à chaque fois, ou effectivement, dans le cas de journaux, d'accès, comment on les stocke? Alors, on a vu qu'on pouvait avoir des systèmes réseau avec Docker, puisqu'on a vu qu'on pouvait accéder à un serveur web à distance. Donc, pour ce qui est des fichiers journaux, une astuce peut être d'utiliser un protocole comme syslog pour envoyer les logs à distance, par exemple. Généralement, bon nombre de solutions de logging pour les conteneurs consiste aussi en fait que le conteneur va loguer sur la sortie standard et c'est le contenu de la sortie standard qui lui va être redirigé dans un fichier de log ou envoyé via un protocole comme syslog ou fluentbit, pour n'en citer que deux. Mais ça nous fait une excuse pour voir la problématique du stockage. On peut aussi stocker, je sais pas moi, je peux vite dire des bases de données, mais effectivement, si on lance un conteneur avec un serveur de base de données dedans, le stockage de la base de données, forcément, ça va poser des questions. Il existe aussi un certain nombre de programmes qui sont lancés qui ont besoin qui écrivent de la donnée, alors je dirais dans une base structurée, moi par exemple, à titre personnel, j'ai par exemple j'utilise un service qui s'appelle Uptime Kuma, que je lance dans un conteneur, et pour garder les informations de quel service était disponible à quel moment, c'est intéressant de garder une historisation, et donc d'avoir un stockage pérenne. Donc on va se reconnecter sur notre serveur 13, on va passer route et on va créer une arborescence particulière justement pour aller créer ce qu'on appelle des volumes. Parce que là on va faire un premier cas de figure. Donc oui, alors je copie ça, non ça va pas le faire. Hop, mkdir -vp et on a dit /srv docker je crois. Voilà, docker /volume 01. Voilà. Ensuite, on va créer un fichier texte qu'on va appeler hello.txt. Donc on va faire un petit sudo, ouais, allez, sudo nano srv docker volume 01. On a dit hello.txt. Et on va écrire en gros hello dedans. Voilà. On enregistre, on exit. Et ensuite, on va utiliser une petite commande fort sympathique. Hop. Donc là, cette fois-ci, l'option qu'on va introduire, c'est le "-v". Et on voit qu'on va donc aller chercher sur notre système hôte /srv /docker /volume 01 et qu'on va l'exposer dans le /media de notre conteneur. Donc je relance mon conteneur. Je lance mon conteneur, voilà, il est lancé. Et maintenant, si je fais un ls-hl de /media, on verra qu'on a un hello.txt. Et que ce hello.txt, si je fais un cat /media/hello.txt, on a notre chaîne de caractères hello. Et merci Mathieu pour ton follow, ça fait très plaisir. Une fois qu'on a vérifié que notre conteneur avait le contenu attendu, maintenant, depuis le conteneur, on va ajouter un autre contenu. Allons-y. Alors, est-ce qu'on a nano là-dessus? Nano, commande not found. Vi peut-être, commande not found. Vim, commande not found non plus. Alors, on va pas s'embêter. À utiliser un éditeur de texte, de fait. On va faire un echo
Et puis on va faire hello depuis le conteneur. Tac. Et on va faire 2 fois le chevron dans slash media slash hello.txt. Et là, je regarde le code de retour, 0. A priori, ça aurait fonctionné. Et donc, pour répondre d'ailleurs à la question de notre arrivée Xeon 221, d'ailleurs, merci à toi d'être là, eh bien, est-ce qu'on peut modifier le fichier de conteneur? Bah, visiblement, oui. Et si jamais je prends un autre terminal et que je fais un cat de slash srv docker volume 01 hello.txt, on peut voir qu'il y a écrit hello depuis le conteneur. Maintenant, est-ce que les droits et le propriétaire du fichier sont conservés? Tac. Une excellente question. Si on fait un petit ls-hl de ce fichier-là. Alors, hop là. Forcément, si j'oublie l'espace. Alors là, ça appartient à root. Hop, slash media. Là, ça appartient à root aussi, mais les permissions sont les mêmes. Et si jamais je fais un chown, vagrant, tiens, hop, tac. Je sais pas s'il y a un groupe vagrant. Tac. Je refais mon petit ls. Donc, cette fois-ci, le fichier appartient à l'utilisateur vagrant. Je refais un ls-hl de slash media et vous remarquerez que on a l'UID qui est quand même conservé, mais par contre, il n'y a pas d'utilisateur vagrant dans mon conteneur, donc forcément, il ne sait pas à quoi le rattacher. Si je fais un ID 1000, par exemple, dans le... il me dit no such user. Si je fais un grep, si grep est présent, 1000 dans etc passwd, par exemple, vous voyez, il n'y a pas d'utilisateur 1000. Par contre, si je fais un grep 1000 dans etc passwd sur la machine, on voit bien que là, c'est l'utilisateur vagrant. Alors, deuxième méthode. Alors, on va peut-être quitter notre conteneur, d'ailleurs, je ne précise pas. Hop. Voilà. Tac. Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours notre conteneur de Apache qui tourne, mais c'est pas grave. Donc, il y a une deuxième méthode. Plutôt que de créer des répertoires comme ça et d'aller les monter, entre guillemets, on peut créer un volume au niveau de Docker. Donc, on va créer notre volume 2. Hop. Docker volume create volume 2. Et ensuite, on va faire un Docker volume inspect. Tac. Et vous remarquerez d'ailleurs que si je tente un volume 01, il me dit qu'il ne connaît pas. Hein. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est de voir que par défaut, l'emplacement de notre conteneur, de notre volume, c'est dans var lib docker volumes. Donc c'est pour ça qu'en fait, lui, il cherche dans var lib docker volumes, et donc il n'y a pas de volume 01. Tac. Maintenant, on va reprendre. Hop là. On va cette fois-ci à nouveau monter notre volume 2 dans slash media, sur un conteneur, encore une fois, jetable. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller recréer un contenu. On va faire un hello2.txt. On peut faire un petit echo hello2 dans slash media hello2.txt. Et si jamais je vais ici et que je fais un cat, donc on a dit var slash var lib docker volume A, j'ai pas les droits. Allez, -i. Donc 4 var, je dis slash var lib docker volume 02 data hello2.txt, on l'a. Donc effectivement, il y a pas mal de choses. Et donc, volume, vous voyez que il y a éventuellement le droit de traverser. Mais de toute façon, volume 02, il y a juste le droit de traverser. Hop. Par contre, data, il est disponible. Donc en vrai, je dois pouvoir refaire mon petit cat sans problème. En vrai, maintenant que j'ai le chemin complet. Ah non, permission denied. Donc, ah oui, le... Ah, pourtant c'est le droit de traverser, ça, non? Amusant. Il me manque quoi, alors? Bref, en tout cas, on n'a pas les droits. On n'a pas les droits. C'est pas suffisant. Ah, ça se trouve, c'est peut-être les...
slash var, non, on peut. Lib, var lib, non, on peut. Et Docker. Ah, Docker, on peut pas. Voilà. Docker, on peut pas le traverser. Faut faire partie du groupe root. Donc on peut pas. C'est pour ça que j'ai pas accès. Maintenant, on va relancer notre conteneur, mais on va ajouter une option qui va être avec media 2.hero. Donc je reprends mon conteneur ici, je le quitte, et à la fin de slash media, je mets 2.hero. Et cette fois-ci, si je tente un echo, on va dire hello 2 bis, on va faire 2 chevrons dans notre slash media slash hello.txt, il me dit erreur read only file system. Par contre, ce que je peux faire, c'est relancer un Docker run comme ça depuis un autre terminal. Tac. Sauf que je vais spécifier pour le principe un RW, même si c'est par défaut. Voilà. Et si je fais un echo hello ter dans slash media slash hello2.txt, vous voyez que là, ça passe. Et que si je reviens dans mon premier conteneur et que je fais un cat de slash media slash hello2, et ben maintenant, il y a hello ter dedans. Ce qui est quand même assez pratique. Et si jamais je rouvre un autre terminal, hop, et que hop, je me repasse route. Ah bah non, il faut que je passe vagrant SSH serveur 13. Voilà. Du moigny. Et je refais mon ls, mon hl. Voilà. Je refais un cat du hello2.txt. Et là, on voit bien hello2 et hello-ter depuis le file system out. Voilà. Donc là, on va pouvoir quitter nos deux conteneurs. On a on a fini le TP dédié à Docker. Donc ça, c'est une chose. Parmi les choses que je n'ai pas abordées dans ce TP. Je ne suis pas allé très loin sur la construction, puisque je vous montre voilà, le programme de son choix et notamment non, c'est pas le Docker commit, voilà, c'est le conteneur personnalisé. Ça, on peut aller beaucoup plus loin. On peut créer des images temporaires dans lesquelles on compile nos programmes. Et ensuite, on peut copier le programme, le résultat, le binaire compilé, dans un conteneur entre guillemets de production, qui lui sera le conteneur que les gens utiliseront. C'est quelque chose que j'aurais pu ajouter. Peut-être une idée pour une prochaine version de ce cours, ce sera de rajouter ça. Un autre truc pour aller même plus loin que le Dockerfile, c'est Docker Compose, qui peut être très pratique, parce que là, justement, je vous ai montré un petit truc, c'est qu'on peut avoir plusieurs conteneurs qui fonctionnent en parallèle sur une même machine, et qui peuvent même accéder à un même volume. Alors j'en ai mis un en lecture seule et un en lecture-écriture, pour éviter les ennuis. Mais on peut aussi envisager de créer des conteneurs qui dialoguent ensemble dans un sous-réseau séparé, des dialogues qui ont des conteneurs qui dialoguent ensemble via du réseau, via un file system partagé. Tout ça via effectivement Docker Compose. Alors, on me pose la question de pour passer au conteneur un GPU. Alors, je n'ai pas montré comment faire ça dans ce TP parce que le but c'est des trucs basiques. Et surtout dans une machine virtuelle, on n'a pas vraiment de GPU. Donc on doit pouvoir le faire via Docker Compose, mais aussi via la ligne de commande Docker directement. Hein. Mais l'avantage de Docker Compose, c'est qu'effectivement, on va pouvoir avoir un fichier qui définit les options plutôt que de les rappeler comme ça directement. Et surtout aussi de pouvoir avoir des conteneurs qui tournent de façon permanente et qui sont relancés régulièrement si besoin. Un autre truc aussi qui est pratique, c'est qu'avec Docker Compose, comme ça, vous pouvez vous faire
une sorte de lab avec plusieurs conteneurs. On pourrait avoir, là où aujourd'hui on a fait des machines virtuelles pour ce TP, mais j'aurais très bien pu créer un conteneur avec Nginx, un conteneur avec PHP, un conteneur avec MariaDB, et proposer en fait une variante de ces TP-là avec uniquement du Docker. Alors Alain, je parle juste que Docker Compose n'est pas au programme de ce TP, mais c'est quand même assez pratique. Et si jamais vous voulez avancer sur Docker, moi je vous encourage à aller jeter un œil à Docker Compose. Dernière petite chose avant de passer au TP suivant. J'évoque d'ailleurs comme alternative à Docker Podman. Si jamais vous vous êtes dit, tiens, je vais essayer Podman à la place de Docker pour faire le TP, vous auriez dû avoir un petit souci, un seul. C'est celui que Podman n'a pas de service par défaut. Et vous n'avez pas besoin d'ajouter un utilisateur à un groupe Podman. Puis en fait, Podman tourne dans votre utilisateur par défaut et pas dans un démon qui a des droits assez avancés, pour pas dire root. Petite d'ailleurs différence entre Podman et Docker, c'est que même s'il existe un genre de plugin pour pouvoir utiliser des fichiers Docker Compose avec Podman, il y a une alternative qui s'appelle Quadlet, qui vous permet entre guillemets de créer ce qu'on appelle des unités systemd. Personnellement, je trouve ça assez sympa comme idée, plutôt que de créer un autre type, enfin, au lieu de créer un truc basé sur YAML, d'aller utiliser les unités systemd existantes pour pouvoir créer comme ça, voilà, un ensemble de conteneurs qui dialoguent ensemble. Mais ça, après, comment dire, c'est un avis assez personnel. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on va dire le standard de fait, ça reste Docker et Docker Compose, qui peuvent d'ailleurs être aussi automatisés avec d'autres solutions. Alors, Alain qui demande si Podman a bien un service Podman Restart. Alors, ce ne serait pas un service Podman Restart. Dans ce cas-là, ton conteneur, il est attaché à une unité systemd. Et dans ce cas-là, c'est ton conteneur et pas Podman lui-même qui est entre guillemets un démon, ou en tout cas un service au sens systemd. Et dans ce cas-là, tu peux le restart via systemd. Et oui, Quadlet s'écrit bien comme tu l'as écrit, Nidouille, Q-U-A-D-L-E-T. Ah oui, il y a un service pour les habitués de Docker. Ok, bah, moi je m'en suis jamais servi honnêtement. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que je crois qu'il y a un petit service comme ça. Je l'avais vu sur Alpine Linux, mais qui en fait, comme Alpine Linux n'utilise pas systemd, ils ont dû faire quelques petites adaptations pour pouvoir lancer des conteneurs Podman sans aller chercher Quadlet. Bref, toujours est-il que voilà, ça reste des trucs un peu avancés. Si jamais vous avez envie de creuser le sujet, moi je vous invite de fait à aller voir des choses comme Docker Compose, comme Podman, euh, pour, euh, pour vraiment aller plus loin. Et, euh, et aussi aller regarder les bonnes pratiques sur les Docker files. Maintenant, il nous reste, je pense, juste assez de temps pour aller sur le TP suivant. Hop, on va remonter, hop, revenir au sommaire. Et le TP suivant, c'est Nginx en tant que reverse proxy, ou en bon français, mandataire inverse. Après tout, hein, au lieu de faire du franglais, hein, allons-y, promouvons la langue française et parlons de mandataire inverse. Non, vraiment, littéralement, hein, un proxy, c'est un mandataire, hein, pour le coup. C'est la traduction qu'on devrait, et bah, comme on dit reverse proxy, bah, mandataire inverse. Alors, on va revenir un peu sur Nginx. On va causer à nouveau d'Nginx. Lorsque j'ai abordé justement Nginx, je vous ai dit que c'est un serveur web, mais si vous vous rappelez
j'avais affiché, je crois, un schéma en montrant un peu à quel niveau on pouvait avoir Nginx par rapport à tout le reste des briques applicatives. On a vu qu'on pouvait avoir Nginx vraiment devant d'autres services, d'autres serveurs web. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, le client, notre navigateur web, va s'adresser à Nginx, qui va ensuite renvoyer la requête vers le service qui est derrière. Et donc, ça a fait partie des choses qui l'ont rendu populaire, puisque on pouvait utiliser les capacités de Nginx justement devant d'autres serveurs web comme Apache. Donc à ce moment-là, l'avantage, c'est qu'on peut aller profiter des avantages de Nginx sans forcément repenser sa brique applicative, euh, de fond en comble si elle utilise Apache. Effectivement, comme le dit Adrien, Apache lui aussi peut servir de reverse proxy, mais en général, on va plutôt trouver Nginx devant Apache. Tiens, d'ailleurs, je crois que j'ai du doublon avec le TP, le TP sur Nginx en tant que serveur web, parce que bon, ça, la licence commerciale Nginx Plus, c'est le logiciel libre d'origine. Bon, ça, c'est. En fait, ça, c'est un ersatz de l'époque où je faisais le TP serveur web d'abord avec Apache. Donc, on va pouvoir rediriger du trafic vers un serveur web ou en local. On va pouvoir mettre en cache du contenu, faire de la répartition de charges et effectuer un filtrage de sécurité. On va pas faire tout ça. Nous, on va juste faire du renvoi vers un autre serveur web. Et donc, on va commencer par maintenant, cette fois-ci, installer Nginx sur serveur 13. Donc, c'est relativement simple. Sudo apt install Nginx. Non, j'ai oublié le moins Y. Tac. Donc, cette fois-ci, maintenant, on aura Nginx d'installer. Voilà. Si jamais je fais un petit sudo systemctl status Nginx, on voit qu'il est déjà démarré. Maintenant, si je viens ici et que je ne fais pas sur port 8080, mais je fais sur port 80, donc j'enlève le numéro de port, on voit bien le petit Welcome to Nginx. Donc ça, c'est cool. Sur sa machine locale, on va rajouter un petit truc dans le etc host. Donc cette fois-ci, pas sur Vagrant at server 13, mais bien dans notre machine Ubuntu. Hop, etc host, alors nano etc host. Tac. On rajoute notre petit serveur 13. On exit. Voilà. Et donc, on peut vérifier, si je fais un ping serveur 13, on a bien notre truc. Hop, .example.com. Et on a ce qu'il faut. On voit bien que c'est la même adresse dans les deux cas. Allez, on va recréer une petite arborescence. Et puis on va aller se créer un virtualhost comme on a fait au TP5 et 6, si je me rappelle bien. Donc, serveur 3W, serveur 13, machin chose. Hop, on vient ici. Sudo mkdir, -vp, allons-y. srv, j'ai dit quoi? srv 3W. Serveur 13.example.com. J'ai dit .com. Tac. Et la petite astuce, les accolades pour faire log, virgule, tac. Et on a bien la totalité qui a été créée. On va rajouter un fichier index.html au contenu libre. Donc on va faire un petit echo serveur 13.example.com dans un hop ici /index.html. Permission denied, c'est normal. On va faire un sudo nano. Voilà. Et on met serveur 13.example.com. Alors j'aurais pu le faire autrement, mais comme un ancien formateur que j'avais rencontré disait, il y a toujours plusieurs façons de le faire. En anglais, c'est there is more than one way to do it. Et il disait Tim Taudi, je crois.
Du pur texte dans un point HTML et tu aurais dû me mettre au bûcher, il y a plusieurs vidéos de ça, Haribo, dans ce cas-là. Alors, on a un petit fichier d'ailleurs de configuration. D'ailleurs, j'aurais dû mettre le lien. J'essaierai de corriger ça. Nginx, tac, on a un serveur 13 ici. Donc on va faire raw pour récupérer l'adresse du fichier. On se connecte, wget du fichier, mv du fichier dans OTC Nginx, site enable directement. Tac, bon, je me redéco. sudo systemctl restart nginx. Tout va bien. J'ai oublié de faire mon nginx-t d'ailleurs. Hein. Hop, sudo nginx-t. Donc il me dit bien que le fichier de conf est OK. Donc ça veut dire qu'il a bien pris en compte celui que j'ai rajouté. Et maintenant, si je reviens dans mon navigateur web et que je vais sur serveur13.example.com, on a bien mon index customisé. Et si maintenant je retourne dans mon terminal et que je fais un cat srv 3w serveur13.example.com log access.log, on voit bien que j'ai accédé au fichier. Merci beaucoup le labo à truc pour le raid avec ses 7 camarades. J'espère que vous avez passé un bon live. Merci à Dilapide de passer aussi nous faire coucou. C'est ici qu'on débute sans que ça rebute. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vous invite d'ailleurs au passage à aller follow le labo à truc. Et encore merci pour le raid. Pour l'anecdote, Dilapide et le labo à truc, vous venez de louper la partie Docker et on commence à faire joujou avec Nginx en tant que reverse proxy. Mais il y aura peut-être encore un peu de Docker. Spoiler alert. Donc là, maintenant, on a notre serveur web sur serveur 13. Vous allez me dire, cool story Nils, tu nous as déjà fait ça avant. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va aller éditer notre fichier de conf de serveur13.example.com. Et c'est là qu'il valait mieux démarrer d'ailleurs les 3 VM, puisqu'on va rajouter une petite commande de proxy pass. Tout à fait, Dilapide, on retrouve tout ça sur YouTube et il y a normalement une playlist dédiée à ces ensembles de TP. L'occasion de vous rappeler de commenter, liker, abonnez-vous, partagez. Donc, nano à nouveau, etc nginx site enabled, serveur 13, hop. Donc on a notre petit listen. Et alors là, j'ai été sympa quand même. J'ai déjà mis la bonne configuration dans le fichier de configuration. Il n'y a plus qu'à décommenter. Je dis c'est décommenter, pas... hop. Et ensuite, on sauvegarde, on exit. On pense à redémarrer alors, le petit nginx-t. On pense à restart nginx ensuite. Et en toute logique, si je reviens ici sur mon serveur 13.example.com et que je fais CTRL-SHIFT-R, vous remarquerez qu'il y a écrit « Ceci est la page index2.html de serveur 11 ». Voilà, voilà. Donc, notre serveur web de serveur 13 nous a servi le contenu de serveur 11. Pendant ce temps, Adrien s'offusque parce que j'ai fait un restart et pas un reload. Effectivement, sur de la prod, un reload est beaucoup plus conseillé. Mais parfois, couper les connexions, ça peut être utile. Des fois. En l'occurrence, ici, on est vraiment sur du test, donc vraiment le restart pose pas de problème. Merci en tout cas d'être passé le labo à truc et à bientôt. Tac, tac, tac. Pourquoi j'avais parlé de mettre en commentaire la directive try files? Tac. Ah oui. Parce que si je tente un truc du genre slash yolo.txt 404 not found. Ouais. Tac. Allez, juste pour faire plaisir à Adrien. Mince. Hop.
Tac. On va faire un reload. Tac. Hop. Bon. Donc, maintenant, on va regarder les logs d'accès. Donc, SRV 3W serveur 13, log, access log. Et là, donc, on voit qu'on a accédé à notre page, mais il nous dit tout va bien quand on accède à la page d'index. Maintenant, je vais me déconnecter de serveur 13, je vais aller sur serveur 11. Et cette fois-ci, non, on n'a pas besoin de ça. SRV 3W serveur 11, cd log, je dis HL, tac. C'est pas les bons. Va log nginx 1er mars. Voilà. Donc on s'est retrouvé à, si je fais un petit tail-n, on va dire 10, du varlog hop avec l'access log. Bon, allez, d'accord. Allez, suivant. Et là, vous allez remarquer un truc, c'est que là, vous voyez, on avait 10.13.37.1, c'était les anciens logs, hein, vous voyez, 15 février. 23 février, pareil. Et là, 1er mars, puisqu'on enregistre le 1er mars 2026, ah bah c'est pas mon IP à moi, c'est pas l'IP de la machine Ubuntu, c'est l'IP de serveur 13. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien le navigateur qui est allé discuter à serveur 13, serveur 13 qui a pris la requête, qui l'a envoyée à serveur 11 en disant « Tiens, ça, c'est ma requête ». Et donc, serveur 11 a répondu à serveur 13, et ensuite, serveur 13 nous a envoyé le résultat de la requête. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, sur serveur 13, on va éditer un peu la conf. On va rajouter, donc cette fois-ci, on le fait sur serveur 13. Nano, utc host. Tac. Ah tiens, je l'avais déjà configuré via probablement via Vagrant. Et maintenant, sur notre serveur 13, on va rééditer notre nginx site idable serveur 13. Et au lieu de mettre l'adresse IP, on va mettre serveur11.example.com et ww11. Et là, vous allez voir. Tac. Ça va être amusant. Voilà. Mes réflexes de Vim. Donc on a dit serveur11.example.com avec le point virgule à la fin. Tac. Contrôle. Hop. Voilà. On reload. Cette fois-ci, je reviens sur mon navigateur web, sur serveur13.example.com. CTRL-SHIFT-R. Et cette fois-ci, il y a écrit « Ceci est la page d'index ». Donc ça a bien changé. Et si je retourne sur serveur 11 et que cette fois-ci, je regarde dans les logs du vhost dédié serveur 11, on remarquera que c'est l'access log de ce vhost-là qui a été utilisé. Et on voit bien d'ailleurs mes trucs, hop, jq. Hop, voilà. Donc on a bien 1er mars et on a bien le remote ADDR qui est celui de serveur 13. Maintenant, on va refaire la même mais avec 3W13, enfin 3W11, pardon. Ici, voilà, on sauvegarde, on quitte, on reload le nginx. Et cette fois-ci, si je fais un tail-f, on peut faire tail-f de srv 3w 3w11 log access log. Tac. Donc vous voyez là, le dernier log, il date du 23 février. Je CTRL-SHIFT-R, et là, oh bah tiens, le PluxML. Le PluxML qu'on avait installé sur serveur 11. Et là, on a nos logs avec tous les fichiers. Et par contre, ce qui est amusant, mais je pense que c'est dû à la config de PluxML, on a bien 10.13.37.1 qui est affiché. Puisque l'application, la manière dont on a fait les configs fait que on a le... Mais par contre, ce qui est amusant, c'est qu'on a le référeur serveur13.example.com qui
qui est affiché. Mais on verra un peu plus tard, justement, dans pas longtemps même, comment on fait ce genre de choses-là. Justement, reverse proxy avancé. Donc, étape 3. On va justement maintenant lancer un conteneur. Donc, on va se reconnecter sur serveur 13. Et on va lancer un conteneur d'un projet qui s'appelle EcoIP, justement. Qui est assez sympa, qui justement affiche l'adresse IP du client. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre, pour ne pas m'embêter, hop, tac. Je le copie-colle pour me faciliter la vie. Il est bien en démon, ok. Voilà. Ah, il me manque un argument, parce que le Docker run, nanana. Ah, j'ai pas fait le... Ah oui, c'est Create Leaf Cloud d'ailleurs. Hop. C'est pour ça. Il m'a manqué la fin. Le Create Leaf Cloud EcoIP. Hop, voilà. Comme quoi, des fois, le copier-coller, c'est dangereux. Tac. Donc là, il va aller pull l'image. Ça, on l'a vu dans le TP Docker. Et donc, j'ai exporté le port 8080. Ah, bah oui, fail. Oui, forcément. Docker PS, Docker kill le bignou. Voilà. Et on relance mon Docker. Voilà. Donc, si je refais un Docker PS. Tac. Et maintenant, sudo nano etc nginx site enabled server 13. Et maintenant, on va aller faire un proxy pass ailleurs. On va aller le faire sur... Hop. Alors. Bon, on va le faire sur 127.0.0.1. Hein. Ah oui, alors déjà, on va aller vérifier que le... Voilà. Le what is my IP address, il fonctionne. Donc là, on est par contre sur le port 8080. Maintenant, on va mettre 127.0.0.1 ici. Donc, qui est la boucle locale. Je reload mon Nginx. Hop. Et si je reviens ici sur le serveur 13.example.com où j'avais mon PluxML, CTRL-SHIFT-R. Oups, je me suis trompé. Hop. Voilà, CTRL-SHIFT-R. Et là, j'ai what is my IP address, mais il me dit 172.17.01. Qu'est-ce que c'est que cette blague? On a vu que c'était pas le... Puis en plus, là, il me dit 127.01.2.80.81. Si on prend mon onglet de tout à l'heure avec le 10, 13, 37, 13, bah vous remarquerez que, voilà, on n'a pas la même chose, alors que c'est pourtant la même application, mais on ne l'appelle pas de la même manière. Alors, on va maintenant changer notre directive proxy path et on va la faire pointer. Ah bah tiens, je l'avais fait sur 127.0.0.1, mais on va la faire sur 10, 13, 37 maintenant. Je fais pas les choses dans le bon ordre du TP. Hop. Donc je change, je mets cette fois-ci 10.13.37.1. On reload. Hop. Et cette fois-ci, juste pour la blague, je vais copier et je vais ouvrir un nouvel onglet. Hop. Et là, on a un 502 bad gateway. Tac. Tac. Est-ce que je me suis trompé dans la conf? Oui, je me suis trompé dans la conf. Puisque j'ai oublié de mettre un 13. Voilà. Tac. On reload. On reprend ici. Voilà. Et là, cette fois-ci, il me dit un peu... il me dit comme le premier, comme si je l'avais fait sans le reverse proxy. Ou presque. Parce qu'il me dit sans le reverse proxy ici. Mais là, on voit bien qu'on a l'adresse IP du reverse proxy. Et pas la nôtre. Donc, si je récapitule, quand on est en direct, j'ai bien l'IP de ma machine. Là, si je le fais depuis 127.0.0.1, j'ai une IP bizarre dont on n'a jamais entendu parler. Pour la petite histoire, en fait, c'est le système de réseau de Docker. Donc ça, c'est une adresse IP de Docker. Et là, eh ben, on a l'adresse IP du serveur 13, qui est donc l'adresse IP du reverse proxy. Maintenant, on va changer notre directive
d'une autre manière, c'est, on va faire proxy set header, on va rajouter ces deux directives-là sous la directive, sous la directive, proxy pass, voilà, tac, avec, s'il te plaît, l'indentation, et on va pouvoir mettre d'ailleurs 127.0.0.1 à nouveau ici. Tac, on reload, et je vais ouvrir un autre onglet, hop, on puisse avoir les comparer, tac, et là on a server13.example.com qui est bien affiché, mais il y en a écrit 172.17.0.1. Oh, c'est bizarre cette affaire. Et donc, si je reviens à nouveau ici, et que je viens mettre 10.13.37.13, est-ce que j'aurais pas oublié un truc? Juste au cas où. Tac. Ouais, 127.0.0.1. C'est celui-là, hein? Ah oui, 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 ça c'est normal. Ok. Mais juste pour le principe, on va le refaire. Hop. Tac. On va revenir ici. C'est toujours la même chose. Non, c'est normal. J'avais pas reload. Voilà. Et là, par contre, on a à nouveau l'IP du reverse proxy. Donc c'est un peu, c'est un peu ennuyeux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééditer notre fichier. On va se remettre sur 127.0.0.1. Voilà. On reload. Mais par contre, maintenant, on va aller docker till notre conteneur et on va le relancer avec un autre réglage. Hop. C'est pour ça que j'avais mis hop, ce truc-là directement. Tac. Donc cette fois-ci, on a un petit truc en plus. C'est qu'on a modifié ce qu'on appelle l'entry point de notre conteneur. C'est donc la commande qui est exécutée pour donner une option à notre comment dire, à notre programme qui se lance pour lui dire au fait prends en charge le header xForwardItFor qu'on a rajouté dans la conf dont je ne vous avais pas trop parlé. Donc maintenant, si je refais un docker, non, j'ai même plus besoin. Tac, si je reviens ici et que je fais CTRL-SHIFT-R, normalement, voilà, on est bien en reverse proxy puisqu'on n'a pas spécifié le port 8080. Il m'affiche bien server13.example.com et il m'affiche bien la bonne adresse IP. Parce que grâce au header xForwardItFor, l'adresse IP du client a été communiquée via le reverse proxy jusqu'au ce qu'on appelle jusqu'au back-end, jusqu'au conteneur. Alors, j'ai pas forcément lu le chat jusqu'à maintenant. A priori, ça a parlé de Java, mais on n'a pas touché. Salut à toi, Bruce Wayne. Je n'ai malheureusement pas de réponse à ta question sur une bonne source de cours avec Lab en mode bac à sable pour du réseau. Merci encore Xeon 221 d'être passé. Et on va pouvoir conclure le TP. Donc on a pu voir que donc notre IP affichée, hein, elle est maintenant correcte. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, quand on met en place un reverse proxy, comme Nginx, où on aurait pu mettre Apache, celui-ci, par défaut, il va bloquer certaines informations. Il va se faire passer pour nous auprès de l'application qui est à l'arrière, si je disais en back-end, c'est le mot qu'on va utiliser généralement, mais qu'il est possible malgré tout de récupérer cette information grâce à des entêtes du protocole HTTP. Donc, ce qui est quand même assez pratique.
C'est quelque chose qui est assez utilisé, c'est pour ça que je voulais le montrer un peu dans ce TP. Vu l'heure qu'il est, je ne pense pas qu'on va aller faire un troisième TP. Donc on va garder les autres TP pour des prochaines vidéos. On va repasser sur cette vue-là, avec le chat à nouveau. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on a vu des choses assez intéressantes. On a parlé donc des conteneurs, on a vu qu'on pouvait faire joujou avec, que c'est quand même assez sympathique, ça facilite le déploiement de façon assez conséquente. Et on a vu qu'il est possible, de faire de faire pas mal de choses avec Nginx, notamment la possibilité de faire du reverse proxy. Alors j'ai pas montré, on aurait pu démarrer 3-4 conteneurs et faire de la répartition de charge, par exemple. Mais c'est quand même c'est un truc que je laisse en exercice aux personnes qui regarderont cette vidéo. Et, et Adrien qui dit que bah, demain on va faire 2h30 sur ton prochain TP. Alors déjà le prochain TP ne sera pas demain, mais c'est une bonne comment dire, c'est une bonne transition puisque le prochain TP n'aura pas lieu dimanche prochain. Donc il n'y aura pas de live le dimanche 8 mars 2026. Le prochain TP aura donc la semaine d'après. Nous serons alors le 15 mars. Voilà. Comme d'habitude, si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est... Hop, je vais couper le chat. Hop, un instant. Donc, si vous avez envie de voir la suite de cet épée, eh ben, vous pouvez les avoir en live le dimanche de 18h à 20h, sauf dimanche prochain. Celles et ceux qui la regardent sur YouTube, eh ben, vous avez toute la playlist. Si vous avez envie de voir tous mes réseaux sociaux pour qu'on discute entre deux lives, eh ben, c'est très simple. Anotherhomepage.org, vous avez l'intégralité de mes liens de réseaux sociaux ainsi que l'adresse du Discord qui normalement est de toute façon en description de la vidéo et pareil anotherhomepage.org en description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Et d'ici là, amusez-vous bien. Restez dans le coin, celles et ceux qui sont en live, puisque je vais couper l'enregistrement, mais on pourra rester quelques minutes après. Allez, ciao ciao!